14 octobre 1943. 4500 mètres au-dessus de Schweinfurt, en Allemagne, un pilote de chasse allemand a remporté une autre victoire dans son journal à bord, déjà usé. C'était la 17e forteresse volante BE-17, maintenant transformée en une spirale de fumée noire et en métal torsadé vers le sol. À travers la cabine de son Focke-Wulf 190, il a regardé le reste de la formation ennemie lutter pour maintenir la cohésion, tandis que le point 50 des bombardiers tira en vain contre le ciel vide, où les secondes auparavant étaient les combattants allemands. Les mathématiques de la guerre aérienne étaient implacables, les pilotes de Luftwaffe ont choisi le bon moment, ont attaqué le soleil et ont disparu avant que les buteurs de nous ne réagissions. Sans escorte de combattants, les bombardiers étaient des proies faciles. Ce matin-là, 291 BE-17 avaient traversé l'espace aérien allemand avec la mission de détruire les usines de roulement de Schweinfurt. Au crépuscule, 60 ne reviendraient pas en Angleterre, et 17 autres, si endommagés, seraient mis au rebut à l'atterrissage. Pour les Allemands, c'était un tir cible. Pour les Américains, le jeudi noir, le jour le plus sombre de la 8e armée de l'air. Aucun des côtés n'imaginait que ce triomphe germanique serait l'un des derniers. En 4 mois, le scénario changerait radicalement. Fin 1943, les coureurs de Luftwaffe avaient toutes les raisons de faire confiance à leur supériorité. Des chiffres tels que le major Wilhelm Ferdinand Galland et le major Walter Dahl avaient transformé la lutte contre les bombardiers en science de destruction. Ils ont perfectionné des tactiques pour explorer les faiblesses des formations américaines, les affiner en mois de combat victorieux. La formation BE-17 Standard, un bloc défensif tridimensionnel avec 18 à 21 avions, est conçu pour créer un rideau de feu croisé. Chaque bombardier transportait 13 mitrailleuses, couvrant théoriquement tous les angles. Mais dans la pratique, les Allemands ont identifié des violations cruciales, des points aveugles de vent, des munitions limitées et, surtout, l'effet psychologique des attaques continues. Le commandant Edmond Hinskoka de 5 JG-11 a dominé l'attaque avant, explorant le point le plus vulnérable du BE-17. Le 26 février 1943, il a massacré son premier bombardier lourd, un BE-2 nommé Mézy. Jusqu'en octobre, il y a eu 16 victoires. Sa technique était chirurgicale, plonger de 12 000 mètres à 640 km/h, tirer une explosion rapide dans le cockpit et les moteurs et disparaître avant que le TU supérieur ne puisse réagir. Les chiffres ont prouvé l'efficacité allemande. Lors de la première attaque contre Schweinfurt-Regensburg le 17 août 1943, 60 bombardiers ont été renversés à 16% de la force de l'attaquant. Les pertes ont été si graves que les missions profondes ont été suspendues pendant des semaines. Lorsqu'il a repris le 14 octobre, le résultat a été encore plus dévastateur, 77 avions perdus ou inutilisables, plus de 600 membres d'équipage ont tué ou capturé en une seule journée. Le major Gashbey, commandant de TUE JG-11, a développé, l'attaque devant la compagnie, une formation FW-190 progressant côte à côte, saturant les défenses des bombardiers avec plusieurs cibles simultanées. L'impact psychologique était dévastateur. Les meilleurs buteurs américains, devant 8 combattants approchant près de 1000 km/h combinés, ont eu quelques secondes pour choisir une cible et souvent jetés dans le vide, dominés par la panique. La vulnérabilité américaine avait une cause simple, aucune chasse alliée en 1943 n'avait d'autonomie pour escorter les bombardiers au cœur de l'Allemagne. Le PE-47 Thunderbolt, la principale chasse à l'escorte, n'a atteint que 600 km avec des chars externes, encore pour atteindre la frontière mais pas au-delà. La foudre PE-38 à 2 moteurs était plus éloignée, mais souffrait d'échecs mécaniques dans le froid européen, avec des moteurs d'arrêt et des commandes de congélation. Cette limitation a laissé les bombes non protégées précisément là où le danger était plus grand. Les pilotes allemands ont attendu au-delà de la portée des combattants alliés, puis ont attaqué dans la messe. Ils ont appelé ce moment de temps d'or lorsque les escortes ont tourné le dos. Le lieutenant Hans Philipp, qui accumulerait 206 victoires avant sa mort en octobre 1943, décrivait la tactique « Nous avons suivi les formations de bombardement pour radar, calculant le point exact où leurs escortes se sont retirées. Dès que les petits amis partiraient, nous savions ce qui allait arriver. Il était possible de voir les formations fermées, tendues. L'arithmétique était mortelle, une formation BE-17 faisait face à 4 heures de combat sur le territoire ennemi, mais seulement 90 minutes avec une protection. Alors que les bombardiers se sont battus pour revenir, les combattants allemands pouvaient atterrir, se reconstituer, arrière et attaquer à nouveau. Certains pilotes ont fait 3 ou 4 sorties contre une seule mission, multipliant leur puissance de feu. La naissance de PE-51 Mustang n'était pas une initiative américaine, mais une demande britannique. En avril 1940,
la British Shopping Commission recherchait l'aviation nord-américaine à la recherche de plus de combattants P-40. Au lieu de cela, la société a proposé de construire un avion entièrement nouveau en seulement 120 jours. Le résultat a été NA-73X, qui a volé pour la première fois le 26 octobre 1940, un exploit extraordinaire de développement rapide. Équipé initialement d'un moteur Allison V1710, les premiers Mustang étaient exceptionnels à basse altitude, mais ont perdu des performances supérieures à 4500 mètres, juste là où l'escorte était cruciale. RAF les a utilisés pour la reconnaissance tactique et les attaques au sol, où leur portée et leur agilité se sont démarquées. Mais la révolution qui changerait la guerre aérienne est venue d'une combinaison improbable, l'ingénierie américaine et britannique. En avril 1942, le pilote de test Rolls-Royce, Ronald Archer, a piloté une Mustang du moteur Allison et a reconnu son énorme potentiel. L'aérodynamique était supérieure à Spitfire. Un seul moteur manquait. Archer a suggéré d'installer le Rolls-Royce Merlin 61, le même moteur en 2 étapes qui a équipé les Spitfire les plus avancés. La première Mustang avec Merlin a volé en octobre 1942, et les résultats ont été spectaculaires, la vitesse maximale est passée de 625 à 708 km/h, et les performances de plus de 6000 mètres sont passées de médiocres à exceptionnelles. Le plafond de service est passé de 9400 à 12800 mètres. L'union de la capacité de production de masse américaine avec la technologie des moteurs britanniques a créé quelque chose qu'aucun pays n'accomplirait seul. Ce qui a fait du P-51B vraiment révolutionnaire, ce n'était pas seulement sa performance mais sa portée. Le secret était en 3 facteurs, une aile à débit laminaire d'efficacité unique, une capacité de carburant interne de 700 litres et la capacité de transporter des réservoirs externes supplémentaires. Cette combinaison a permis à Mustang de suivre les bombardiers à Berlin et de revenir, quelque chose d'impensable jusqu'à présent. La guerre aérienne était sur le point de tourner. Et les jours de gloire de Luftwaffe comptaient. Le P-51B n'était pas seulement plus élevé que le P-47 à Ritchie était une machine de guerre plus légère, agile et économiquement implacable. Alors que Thunderbolt a consommé de manière voracieusement 305 litres de carburant par heure en croisière, Mustang n'a bu seulement 246 litres à la même vitesse, grâce à une conception qui a contesté les lois de la physique de l'époque. Son aile à flux laminaire, chef-d'œuvre de l'ingénieur Edgar Schmulud, a gardé l'air adhéré à la surface pendant beaucoup plus longtemps que n'importe quel profil conventionnel, réduisant la traînée de près de 30%. C'était comme si l'avion glissait dans le ciel au lieu de le combattre. Mais la vraie révolution est venue avec les chars externes. En janvier 1944, le P-51B a reçu des réservoirs de 284 litres, prolongeant leur rayon d'action à 1050 km pour atteindre des cibles profondes en Allemagne et un retour. Lorsque les réservoirs de 409 litres ont été introduits en mars, ce nombre est passé à 1370 km. Soudain, Berlin n'était plus un rêve lointain, mais une cible à portée de combattants américains. Aucun autre avion moteur unique au monde n'a combiné cette gamme avec de telles performances. C'était la fin de l'impunité de l'ère nazie. Le 354e groupe de chasse, surnommé Pioneer Mustang Group, a été le premier à recevoir le P-51BS en novembre 1943. Boxated, Essex, les pilotes habitués au brutal P-47 SVAD pour s'adapter en quelques jours. Le lieutenant-colonel Glenn Duncan, futur commandant du 353e groupe, n'a jamais oublié son premier vol à Mustang. Au moment où j'ai eu lieu, je savais que nous faisions face à un changement d'air. Le PI-47 était un camion blindé, Mustang, Lightning. Le baptême du feu est venu le 1er décembre 1943 dans un scan sur la Belgique et la France. 5 jours plus tard, la première mission d'escorte, une attaque contre Amiens, toujours à la portée des anciens combattants. Les 16 P-51BS n'ont trouvé aucune résistance, mais ont prouvé quelque chose de crucial, Mustang a pu fonctionner à haute altitude sans perdre de l'efficacité. Le 13 décembre est venu le test définitif, une escorte vers Kiel, à 790 km de la base, une distance qui jusque-là a condamné les bombardiers à la chance. L'impact psychologique a été immédiat. Les pilotes allemands, habitués à intercepter des formations non protégées sur le nord de l'Allemagne, sont tombés sur des combattants américains agressifs et bien armés sur le territoire de Reich. Luftwaffe ne savait pas quoi faire. Leur contrôleur, incroyant, répété par la radio, confirmait le genre de chasse. Il ne devrait pas être ici. Le P-51BS, confus à distance avec les P-47, a suivi vers l'avant, dépassant la limite où les Thunderbolts devraient se retirer. La confusion a cédé la place à la panique.
Le major Klaus Mietusch, commandant du 3 JG-26, a atterri après un match le 30 décembre et a annoncé à ses hommes « La guerre aérienne a changé pour toujours. Il n'y a plus de refuge. » Puis est venu le 4 mars 1944. 7600 mètres au-dessus de Baudembourg, entre les nuages clairsemés, la silhouette de Berlin a révélé ci-dessous, la capitale du Reich, le cœur du nazisme, la ville que Hermann Göring avait juré d'être intouchable. Au-dessus d'elle, 660 bombardiers lourds américains ont volé en formation impeccable. Et autour de lui, en tant que gardien implacable, des dizaines de combattants de moteur unique, avec les étoiles dans les ailes. Ce n'était pas seulement une mission tactique. C'était l'effondrement d'un mythe. Le 4e groupe de chasse, sous le commandement du colonel Donald Blexley, avait reçu son P-51BS seulement 4 jours plus tôt. Et là, il dirigeait l'impossible, un aller-retour de 1770 km, avec suffisamment de carburant pour lutter contre la cible. Pour les coureurs de Luftwaffe qui les ont grimpés pour les intercepter, la scène était surréaliste. On leur a appris que les combattants alliés n'arriveraient jamais à Berlin. C'était trop loin, un fantasme. Mais les Mustangs n'étaient pas une illusion, ils étaient frais, agiles et avec un avantage d'altitude, tandis que les défenseurs allemands combattaient déjà des réservoirs de carburant presque vides peu de temps après le décollage. Le combat était brutal. Luftwaffe a lancé plus de 200 combattants pour défendre la capitale, mais s'est heurté à des pilotes américains déterminés, armés d'une machine à excès de vitesse pour poursuivre n'importe quel Messerschmitt, une maniabilité à duel avec des Focke-Wulf et une autonomie pour ne pas se retirer. Seul le 4e groupe a abattu 15 ennemis ce jour-là. Plus important encore, les ondes d'attaque allemandes ont été annulées avant même qu'elles n'atteignent les bombardiers. Pour les Américains, piloter un PE-51B était comme une foudre apprivoisée. Le capitaine Donald Gentil, qui deviendrait l'un des plus grands A de Mustang, a résumé, c'était tout un pilote de chasse rêvait. Vitesse de chasser n'importe quel Allemand, agilité de combattre sur un égal et une gamme pour aller là où se trouvaient les bombardiers. Le cockpit, bien que serré, était un modèle d'efficacité. Sans le moteur radial du PE-47 obstruant la vision, le pilote avait un champ avant presque sans entrave, quelque chose que le dôme de bulle du futur PE-51D perfectionnerait davantage. Mais Glory avait son prix. 6 heures dans une Mustang signifiait 6 heures de plus de 3000 mètres, respirant de l'oxygène pur qui sèche la gorge, son dos douloureux par le parachute et le gilet de sauvetage, le cou rigide de thé. Tom tourne à la recherche de menaces. Comme le lieutenant Robert Powell du 352 ND Group l'a rappelé, c'était un enfer physique. Mais pour la première fois, nous avions le bon outil pour gagner. Et cela a fait toute la différence. À Berlin, le haut commandement de la Luftwaffe s'est effondré. Lorsque Göring a été confronté au tournage de caméras de tournage allemandes montrant des Mustangs sur la capitale, sa réaction était de pur désespoir. Quand j'ai vu les Mustangs à Berlin, je savais que nous étions perdus, aurait-il dit, des mots qui, même sans preuve documentée, capturent le choc d'un système qui venait de découvrir que leur défense était une arnaque. Toutes les stratégies de l'Allemagne nazie avaient été construites sur une prémisse, le sanctuaire aérien de Reich. Les usines, les terrains de formation et les bases étaient positionnés à l'intérieur du pays précisément parce qu'il était cru qu'ils seraient à l'abri des combattants ennemis. Maintenant, les Mustangs pouvaient non seulement escalader des bombardiers à Berlin, mais pour déchirer le ciel allemand dans des missions de chasse gratuites, attaquant des aérodromes près de Prague. Capacité à l'imposer sans pitié. Ce n'était plus une question de supériorité tactique, mais d'annihilation systématique. Chaque train détruit, chaque dépôt de carburant brûlé, chaque aérodrome réduit au décombre était un coup de courte du cœur de l'Allemagne. Les Mustangs ont non seulement dominé les cieux, ils ont étranglé le Reich dans le sol. L'aviation allemande, une fois craint, se débattant maintenant dans une crise existentielle. Les cavaliers vétérans, comme Oberst Adolf Galland, commandant de la chasse allemande, ont vu leurs équipes se désintégrer non pas par manque de courage, mais faute de carburant, de pièces formées et de pilotes. Lors d'une réunion de Göring en mai 1944, Galland était brutal, Herr Reichsmarschall, si nous n'avons pas de carburant pour entraîner nos pilotes, dans 3 mois, nous n'aurons pas d'armée de l'air. Göring, obèse et délirant dans son palais de Carinal, a répondu par des menaces de coupe martiale. La réalité, cependant, était implacable, sans l'essence, les Messerschmitt et Focke-Wulf étaient aussi utiles que les statues métalliques. Pendant ce temps, les Mustangs fonctionnaient avec l'efficacité industrielle. Chaque mission était un coût calculé. Les pilotes américains, dont beaucoup à l'adolescence, ont rapidement appris que la guerre aérienne n'était pas un duel chevaleresque, mais une mathématique froide en friction.
Le major George Preddy, avec 26,8 victoires, a résumé la philosophie « Nous ne nous battons pas pour gagner. Nous nous battons pour écraser ». Et l'écrasement signifiait ne pas donner de répit. Après avoir escorté des bombardiers vers la cible, les P-51 ont plongé dans un balayage sans balayage de rats avec des combattants ennemis, attaquant les aérodromes au moment le plus vulnérable, pendant les débarquements et les décollages. Les Allemands ont appelé ces attaques américaines et Jagd, la chasse américaine, un terme qui porte le désespoir de qui sait qui les persécutait jusqu'à l'épuisement. La supériorité technique de Mustang était écrasante. Alors que les coureurs de Luftwaffe dépendaient de l'instinct et de l'expérience pour calculer la déviation de leurs armes, les Américains avaient l'affichage calculé KE-14, qui a ajusté automatiquement la vitesse, la distance et l'angle de la cible. C'était comme si chaque P-51 transportait un mathématicien à bord. Le Hauptmann Eric Hartmann, les a avec 352 victoires, a admis dans leur rapport d'après-guerre, nous volons avec des instruments de 1940. Ils ont volé avec ceux de 1945. Et cette différence a été payée pour le sang. Les chiffres ne mentent pas, en juin 1944, la Luftwaffe a perdu 1231 pilotes. En juillet, 1680. En août, 2077. Ce sont des hommes qui ont pris des années à être formés, remplacés par des recrues moins de 60 heures de vol, beaucoup sont morts lors de leur premier combat. Les Américains, en revanche, ont produit des pilotes de série. Chaque mois, 11 000 nouveaux aviateurs ont quitté des académies de formation, beaucoup connaissent déjà les contrôles Mustang avant même leur arrivée en Europe. C'était une machine de guerre que l'Allemagne, avec son économie asphyxiée et ses Indus. Tria a été bombardé 24 heures par jour, je ne pouvais tout simplement pas correspondre. Et puis est venu le dernier coup, Opération Market Garden en septembre 1944. Alors que les parachutistes alliés sont tombés aux Pays-Bas, les Mustangs ont balayé le ciel, garantissant que la Luftwaffe ne pouvait pas interférer. Les quelques combattants allemands qui osent décoller ont été abattus en quelques minutes. Un pilote JG3, dans son dernier compte avant sa mort, a écrit « Ils sont partout. Il n'y a nulle part où se cacher. Il n'y a aucun moyen de gagner. » C'est l'épitaphe d'une force aérienne qui, 2 ans plus tôt, avait dominé l'Europe. Mais la guerre n'était pas seulement des chiffres et de la technologie. Il s'agissait également d'hommes qui brûlaient vifs dans des stands, des jeunes criant à la radio pendant que leur avion s'effondrait, les mères recevant des télégrammes avec la phrase « Tombé für das Vaterland, tué par la patrie ». JG-11 lieutenant Heinz Knock a décrit l'horreur de voir son ami frappé par une Mustang, son cockpit a transformé une fournaise. Il n'a pas sauté. Il n'a entendu ses cris à la radio à l'impact. D'un autre côté, le lieutenant américain Robert Johnson, avec 27 victoires, a avoué des années plus tard « Je ne me suis jamais habitué à l'odeur de la chair brûlée après une attaque. » Mais vous apprenez à ignorer. Parce que si vous n'ignorez pas, cela ne survit pas. À l'approche de l'hiver de 1944, Luftwaffe était déjà un fantôme qu'il ne l'était. Ses assiettes aérodromes ont été capturées, ses dépôts de carburant de flammes, ses pilotes les plus expérimentés morts ou prisonniers. Les Mustangs, désormais équipés de réservoirs de carburant supplémentaires, pourraient atteindre Berlin sans échelle, escortant des bombardiers BE-17 qui ont réduit les villes en cendres. L'Allemagne, qui avait déjà rêvé de 1000 ans de domination, a vu son ciel déchiré par des essaims P-51, chacun d'eux un messager de la défaite inévitable. Et le pire n'était pas encore à venir. Parce que lorsque les Alliés ont traversé le Rhin en mars 1945, les Mustangs ne faisaient pas seulement dominer les cieux. Ils dictaient les termes de la fin. 1943, 2967 pilots perdus, un nombre déjà insoutenable. 1944, 12 000. Ce n'étaient plus des hommes massacrés, c'était toute une génération d'expérience en train d'être balayée du ciel en moi. Les mathématiques de la guerre aérienne étaient devenues une condamnation à mort pour Luftwaffe. Chaque Mustang qui traversait le Rhin n'était pas seulement un combattant, c'était un bourreau avec wings, effectuant une stratégie aussi implacable que nécessaire, écraser la capacité allemande à réagir avant même qu'elle ne décolore. Les chiffres ne mentent pas, mais les histoires derrière elles crient. Des pilotes comme Walter Krupinski, avec 197 victoires, ont décrit l'horreur de voir leurs escouades décimées non pas dans un combat épique, mais dans des embuscades calculées. Les Américains n'avaient pas à nous chercher, a-t-il écrit. Ils savaient où nous étions. Ils savaient quand nous étions faibles. Et quand ils ont attaqué, c'était comme si le ciel lui-même s'était effondré sur nous. Les Mustangs ont non seulement dominé l'air, ils contrôlaient le temps. Escortant des bombardiers à Berlin,
ils ont forcé la Luftwaffe à se battre dans des conditions inégales, soit engagés avec des jets encore expérimentaux, vulnérables à l'atterrissage et au décollage, soit laissé les villes allemandes brûler sans résistance. Et lorsque le Mi-262 a finalement émergé, tardif et en nombre dérisoire, les Mustangs avaient déjà écrit le manuel de la façon de les détruire. Urban Drew n'a pas fait exception, c'était la règle. Les pilotes américains ont appris à chasser léger alors que les lions se cachent des gazards au point d'eau, basse vitesse, peu de carburant, pas de place pour la manœuvre. Chaque mois 262 n'était pas seulement une machine perdue, ce fut un coup au moral d'une force aérienne qui ne croyait plus au miracle. Adolphe Galland, l'architecte de chasse allemand, a admis l'évidence, nous avions des armes supérieures, mais nous n'avions pas de paradis pour voler. Les Mustangs nous ont emmenés à cela. Même la production de masse, le dernier Trump du Reich, il a vécu contre lui-même. L'Allemagne a construit 1500 avions par mois en 1944, mais pourquoi? Pas de carburant, pas de pilotes qualifiés, pas d'aérodrome sûr, chaque nouveau combattant. Les usines n'étaient qu'une autre cible statique pour les Mustangs. Albert Speer, ministre de la production de la guerre, a enregistré dans son journal « Les Américains n'ont pas besoin de détruire nos usines. Il était suffisant pour détruire notre capacité à les utiliser. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Lorsque les chars alliés ont avancé, ils n'ont trouvé aucune résistance organisée, ils ont classé les adolescents, envoyés pour mourir en mission suicidaire avec 60 heures de vol, face à des vétérans américains avec des centaines d'heures de combat. L'effondrement n'était pas progressif, c'était une avalanche. En janvier 1945, Luftwaffe tentait toujours d'organiser une dernière défense. En avril, elle a simplement cessé d'exister. Les Mustangs ont non seulement remporté la bataille du Paradis, ils ont effacé l'idée même d'une force aérienne allemande. Lorsque le dernier mois 262 a été abandonné sur des pistes bombardées, ce n'était pas un retrait. C'était un enterrement. Et le plus cruel? Les Allemands savaient. À partir du moment où le premier PE-51D est apparu sur Leipzig, les pilotes de Luftwaffe ont compris qu'ils ne se battaient plus pour la victoire, ils luttaient pour la survie. Certains, comme Hans Ulrich Rudel, le pilote Stuka le plus décoré de la guerre, ont refusé d'accepter. D'autres, comme Günther Rall, avec 275 victoires, ont regardé le ciel bondé de Mustang et savaient que tout était fini avant le dernier coup. L'histoire de Luftwaffe n'a pas mis fin à un accident. Il s'est retrouvé avec un soupir, le bruit des moteurs Merlin s'éloignant, ne laissant que la fumée, les décombres et l'écho d'une époque qu'il ne reviendrait jamais. 12 037 pilotes perdus. Entre janvier et mai 1945, seulement 5 mois, 4 238 autres ont chuté. L'expérience moyenne des pilotes a chuté comme un avion de flamme. En 1943, un pilote allemand a accumulé plus de 250 heures de vol avant de faire face au combat. Au début de 1944, il était 150. À la fin de cette année, seulement 80 ans. Mais le plus grand triomphe de Mustang n'était pas statistique. C'était psychologique. Il a écrasé le mythe de la supériorité technique allemande, a exposé le pouvoir industriel américain comme un coup de poing dans l'estomac et a prouvé que la démocratie, lorsqu'elle est remise en question, pourrait forger des armes plus mortelles que toute dictature. Les coureurs de Luftwaffe ont ri des bombardiers américains en 1943. En 1945 ont refusé de décoller dans des missions suicidaires contre des formations sous-rectifiées de Mustang. Les jeunes aspirants, endoctrinés par l'idéologie nazie, ont fait face à un choc cognitif brutal, tout ce qu'ils leur avaient enseigné sur la supériorité raciale, sur l'ingéniosité germanique, la faiblesse américaine, friable avant cette chasse élégante et implacable qui dominait leur propre ciel. 40 ans après la fin de la guerre en 1985, les pilotes américains et allemands se sont rencontrés à San Antonio, au Texas. Entre les bols de whisky et les cicatrices mal guéries, le poids de ces jours a fait surface. Le colonel Clarence Bud mission de combat Anderson 116, 16.25 Erwin Z avant Gustav Gustl Gast, le troisième plus grand de l'allemand, et a élevé son verre, au P-51 Mustang, le combattant qui a remporté la guerre aérienne. Et cela a fait toute la différence. Walter Schuck, qui avait piloté FW-190 avant de migrer vers les jets de moi 262, a ajouté avec amertume, « Nous sommes passés de rire des bombardiers non protégés pour se cacher de la Mustang en seulement 4 mois. » Aucune force militaire de l'histoire n'a subi un tour aussi brutal. Le général Johannes Steinhoff, son visage toujours marqué par les brûlures de l'accident avec son 262 en avril 1945, reflétait l'eau. Nous avons ri de ces bombardiers en 1943 parce que nous ne pouvions pas imaginer que l'Amérique a pu produire un combattant pour les escorter à Berlin.
PS-51 nous a enseigné le danger de sous-estimer l'ennemi. Père. Ida? C'est 7 mars 1944, lorsque nous avons levé les yeux et avons vu des Mustangs à Berlin. À ce moment, chaque pilote allemand connaissait la vérité, nous avions déjà perdu. La transformation était aussi rapide que dévastatrice. En moins de 6 mois, d'octobre 1943 à mars 1944, Luftwaffe est passée de la proie à la proie, de confidentiel à condamné, de Lady of Heaven à l'ombre d'elle-même. Mustang était le catalyseur de cet automne. Mais il représentait quelque chose de beaucoup plus grand, la fusion de l'ingéniosité américaine avec la précision britannique, la capacité industrielle d'une nation qui a transformé l'acier en elle plus rapidement que l'ennemi pourrait les renverser et la preuve que l'innovation, lorsqu'elle est déplacée par la nécessité et non l'idéologie, pourrait réécrire le sort d'une guerre. Les coureurs allemands qui ont ri en octobre 1943 ont fondé leur sarcasme dans les calculs du froid, aucune chasse à moteur unique n'avait l'autonomie pour aller et venir de Berlin. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'était la capacité américaine à résoudre des problèmes impossibles. Lorsque les Mustangs sont apparus sur la capitale de Reich le 4 mars 1944, le rire est mort pour toujours. À sa place, un fort silence a été installé, la certitude que tout ce qu'ils avaient cru à propos de leurs ennemis, de leur propre invincibilité, sur l'issue de la guerre, était une illusion. La Mustang PS-51 a non seulement remporté la bataille aérienne. Il a détruit les mythes, a brisé les dogmes et a prouvé que pendant la guerre moderne, la supériorité technologique n'est pas née de discours ufanistes, mais de lignes de production non-stop, des frontières et des alliances de démocratie qui, une fois pressées, s'avèrent plus mortelles que n'importe quel régime. Les pilotes allemands qui ont survécu n'ont jamais oublié la leçon. Dans des souvenirs, des interviews et des retrouvailles, ils ont pointé unanime, le moment où ils savaient que la guerre était perdue n'était pas du jour, ni la chute de Berlin, mais celle où les combattants américains se sont levés où ils ne devraient pas être des bombardiers au cœur de Reich avec un réservoir suffisamment pour se battre sur le chemin du retour. 70 ans plus tard, Mustang reste le symbole définitif de la suprématie aérienne américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'avion qui se moquait et a tiré la domination sur ses propres cieux. Les pilotes qui se moquaient en octobre 1943 ont appris jusqu'en mars 1944 qu'ils avaient ri trop tôt. En mai 1945, la plupart n'étaient plus en vie pour regretter. En fin de compte, l'histoire enseigne une leçon cruelle, dans la guerre industrielle, le courage et les compétences sont nécessaires mais pas assez. La victoire appartient à ceux qui produisent le plus, s'entraînent mieux et innovent plus rapidement. Luftwaffe l'a découvert de la pire manière possible, quand le ciel, qui était autrefois son royaume, est devenu sa tombe. Et la Mustang, avec ses ailes en argent et son rugissement indubitable, a écrit son nom dans l'histoire en tant que combattant qui a mis fin à un empire et a prouvé que, dans le conflit entre les idéologies, l'ingéniosité dépasse toujours l'arrogance.